Vous êtes sur le point de tout perdre à cause du grand mensonge du système. Pendant que vous retenez votre souffle en attendant un effondrement financier comme en 2008, cela se produit déjà. Dans l'ombre, à l'abri des regards. Le gouvernement vous dira que l'inflation n'est que de 3%, que tout est stable, que l'économie tient bon. Mais si vous faites partie de la moitié inférieure, vous ressentez déjà l'écart entre ce qu'ils disent et la réalité. Parce que votre réalité n'est pas de 3%. Elle est plus proche de 9% et ça ne fait qu'empirer. Tout cela grâce à un système bancaire parallèle, retenant en otage 2000 milliards de dollars avec des techniques comptables qui vous enverront pour longtemps dans une prison fédérale. Lorsque le crack arrivera, il sera plus discret et rapide qu'en 2008. Quand vous comprendrez la situation, il sera déjà trop tard pour vous protéger. C'est la véritable raison pour laquelle l'économie ne s'est pas encore effondrée. Première partie, la grande déconnexion. Vous et la classe des investisseurs vivez dans deux univers différents. Le S et P500 semblent plutôt en bonne santé en ce moment, atteignant des niveaux records. Mais vous avez autant de chances de monter sur l'échelle de la propriété que de grimper sur un haricot magique. Selon Fortune, les taux hypothécaires aux États-Unis sont d'environ 7%, et il faut gagner au moins 6 chiffres si vous voulez ne serait-ce qu'une maison au prix médian. Ce prix, d'ailleurs, est d'environ 422 000 $, soit 422 000 $. Vous avez ça qui traîne sur votre compte épargne? Statistiquement, absolument pas. La Fed indique que l'épargne moyenne des Américains de moins de 35 ans est d'environ 20 500 $. Mais comme les ultra-riches faussent fortement ces statistiques, bien plus de la moitié des jeunes Américains ont en réalité encore moins que ça. Ça ressemble à une gifle quand beaucoup surveillant chaque centime pour garder la tête hors de l'eau, jonglant avec loyer, courses et carburant toujours plus cher. Le ratio médian entre le prix des maisons et le revenu des Américains est passé de 3,5 en 1985 à 5,0 en 2025. En 1985, un travailleur moyen qui achetait une maison, c'était un peu comme s'il investissait dans une voiture de luxe. En 2026, c'est plutôt comme si un travailleur moyen achetait un jet privé. L'inflation est incontrôlable, malgré les affirmations du gouvernement. Le principal mensonge est de faire croire que tout le monde en souffre de la même façon. Selon Allianz, les prix ont augmenté de 29% depuis janvier. 2019 avec un écart d'inflation persistant de 3 points de pourcentage, ou PPS, entre les ménages à faible et à haut revenu. Encore plus inquiétant, un ménage à faible revenu sur 3 consacre environ 95% de ses revenus à ses besoins essentiels. Étant donné qu'une grande partie de l'inflation concerne les besoins essentiels comme la nourriture et le carburant, les familles qui dépensent le plus pour ces produits sont inévitablement celles qui subissent le plus les hausses de prix. Chez les personnes à revenus d'élite, 16% des dépenses vont aux biens et services discrétionnaires. C'est le jargon comptable pour désigner des choses que vous n'avez pas besoin d'acheter. Comparez cela à seulement 12% pour les ménages à faible revenu. Ces prix sont les plus stables face à l'inflation. Donc les consommateurs à haut revenu souffrent moins, tandis que les familles à revenus moyens et faibles subissent de plein fouet chaque catastrophe économique. Aujourd'hui, il faut un salaire d'élite pour vivre comme la classe moyenne autrefois. Tous les calculs montrent que toute personne appartenant à la petite classe moyenne ou en dessous s'enfonce lentement vers l'insolvabilité. Alors pourquoi le gouvernement et toutes les grandes banques agissent-ils comme si tout allait bien? Quelqu'un ment, et il s'enrichit grâce à ce mensonge. Deuxième partie, le secret des 9%. Alors que le gouvernement est souvent beaucoup plus désireux de détourner votre attention vers le Dow ou le S&P 500, la véritable statistique sur laquelle nous devons nous concentrer ici est l'indice des prix à la consommation, ou IPC. C'est là que se cache le sombre secret. En 2023, l'indice des prix à la consommation rapporté pour l'ensemble des consommateurs urbains était de 4,1%, mais le Ludwig Institute for Shared Economic Prosperity a remarqué une incohérence qui pourrait tout changer. L'Institut Ludwig calcule sa propre mesure qui perce les zones d'ombre entourant la lecture de l'IPC gouvernemental. Elle s'appelle le TLC, ou indice du coût réel de la vie. Vous souvenez-vous quand nous avons dit que les ménages aisés dépensent bien plus pour des dépenses non essentielles? Le TLC calcule la pression brutale que l'inflation exerce sur les 50% des revenus les plus bas, en excluant tous les achats discrétionnaires, qui gonflent les dépenses annuelles des ménages à revenus élevés. À la place, nous avons le logement, la nourriture, le transport, la santé, la garde d'enfants, la technologie, et des articles divers comme les vêtements et les soins personnels. Lorsqu'une grande partie des plus de 80 000 articles suivis dans l'IPC sont écartés au profit des besoins essentiels, la situation des ménages de la classe moyenne inférieure et ouvrière apparaît très différente.
Comparé à l'AIPC de 4,1% en 2023, l'indice réel du coût de la vie s'est élevé à 9,4%, reflétant la réalité des dépenses essentielles comme le logement, la nourriture et le transport. Il s'agissait de la plus forte augmentation annuelle depuis 2001, soit moins d'une décennie, avant le krach de 2008 et juste avant le début de la guerre en Irak. Ludwig a affirmé que la classe moyenne et ouvrière américaine subit une crise économique, peinant à joindre les deux bouts malgré la croissance récente. La hausse du coût de la vie, la stagnation des salaires et le manque d'emploi offrant un salaire décent créent une tempête parfaite qui menace la stabilité sociale et économique. Mais c'est un pari que le gouvernement et le secteur bancaire sont plus qu'heureux de prendre. Ce sont vos jetons sur la table, pas les leurs. Cela signifie que la classe moyenne perd son pouvoir d'achat comme si elle se coupait une artère principale. Dès 2025, les personnes à dépenses moyennes ne compteront plus que pour 28% du marché de la consommation aux États-Unis. Ce même groupe représentait 37% en 1992. En revanche, le pouvoir d'achat des personnes faisant partie des 10% des revenus les plus élevés, gagnant plus de 250 000 $, par an, a comblé le vide. Il représentait 35% des dépenses de consommation en 1992 et maintenant, ils en sont à 48%. Réfléchissez-y bien. 10% de la population du pays contrôle près de la moitié de toutes les dépenses de consommation aux États-Unis. C'est bien plus qu'un simple avantage. C'est une domination totale. Et la classe ouvrière ne fait qu'empirer. Encore plus que la classe moyenne inférieure qui s'amenuise. Ils ne représentent que 9% du pouvoir d'achat des consommateurs, soit moins d'un dixième du total. Selon Mark Zandi, l'économiste en chef de Moody's Analytics, les ménages à faible revenu ont vu leur part du gâteau économique diminuer, et cela va continuer. Le système vous dépouille actuellement, pariant sur votre avenir. Mais peut-être qu'ils ont déjà semé les graines de leur propre chute. Bien sûr, si le pouvoir d'achat en dehors du top 10% s'effondre, alors le marché immobilier suivra. Historiquement, c'est l'une des premières fissures à entraîner l'économie vers le bas. Mais ce n'est pas le cas. Cela montre une autre astuce du système pour faire croire à une stabilité illusoire. Troisième partie, l'effet des menottes dorées. Un grand mensonge courant dans l'immobilier est que des taux d'intérêt élevés feront chuter les prix des maisons. Les taux d'intérêt montent lors de l'inflation et, à long terme, des taux élevés diminuent les prix d'achat des maisons. Vous êtes confus ? Parfait. L'industrie financière le souhaite. Des taux d'intérêt plus élevés rendent les maisons plus chères, ce qui réduit la demande. Une demande réduite entraîne théoriquement un surplus d'offres, ce qui fait baisser les prix. C'est une logique économique solide, sauf si l'offre est bloquée. Le taux hypothécaire est un moteur économique clé aux États-Unis. Une variation de quelques points de pourcentage représente des milliers de dollars de coûts mensuels en plus pour les propriétaires. La pandémie a entraîné des taux hypothécaires historiquement bas, permettant à de nombreux acheteurs d'accéder au marché immobilier et d'anticiper la prochaine hausse des taux. 52,5% avaient un taux d'intérêt inférieur à 4% au deuxième trimestre de 2025. Les taux des nouveaux prêts ont dépassé les 6% en 2022 et sont restés relativement stables depuis. Ceux qui profitent de faibles taux d'intérêt sont incités à ne pas vendre, car leur situation est confortable. C'est ce qu'on appelle les menottes dorées, une situation positive du moins pour le propriétaire individuel. Cela détruit toute incitation à vendre. Les personnes hors du marché immobilier n'y ont pas accès. L'Agence fédérale de financement du logement a estimé que l'effet de verrouillage a empêché 1,72 million de ventes de maisons entre 2022 et 2024. C'est un cauchemar dont nous ne semblons pas prêts de nous réveiller de sitôt. Donc, malgré la baisse de la demande, le prix reste artificiellement élevé, parce que l'offre de maisons est maintenant historiquement basse, au moins 14%, en dessous des niveaux d'avant la pandémie. Et à cause de ces hausses de prix, on voit même des maisons en vente rester plus longtemps sur le marché. 62 jours, fin 2025, soit une semaine de plus qu'en 2024. La chef économiste de Cotality, Dr Selma Epp, dit que le manque d'offres crée souvent un marché tendu, augmentant le ratio d'acheteurs par rapport aux vendeurs. Les marchés avec la plus forte pénurie de maisons connaissent toujours la plus forte hausse des prix malgré les problèmes d'accessibilité financière. Pour les primo-accédants, ou ceux qui doivent déménager, cela crée un grave problème d'accessibilité financière, les empêchant d'accéder à la propriété. Qu'ils soient bloqués sur le marché immobilier ou exclus de celui-ci, il est indéniable que le grand public est, dans l'ensemble, bloqué.
Mais ce n'est qu'une pièce du puzzle dans un tableau plus vaste et bien plus effrayant. Le risque d'effondrement économique n'a pas simplement disparu après la crise de 2008. Il s'est transformé en quelque chose d'encore pire. Partie 4. La bombe à retardement des banques de l'ombre. Le passé, le présent et l'avenir du cauchemar économique qui nous menace sont étroitement liés à ce qu'on appelle le secteur bancaire de l'ombre. La volatilité ayant déclenché la crise financière mondiale était autrefois visible, avant la loi Dodd-Frank sur la réforme de Wall Street et la protection des consommateurs. Elle devait limiter le trop gros pour faire faillite, mettre fin au renflouement financé par les contribuables et protéger les consommateurs des abus financiers. Bien sûr, cela n'a mis fin à aucune de ces choses. Cela les a simplement déplacés dans l'ombre. La banque de l'ombre préfère se faire appeler l'intermédiation financière non bancaire. Le Conseil de stabilité financière l'a décrit de manière générale comme, je cite, « une intermédiation du crédit impliquant des entités et des activités en dehors du système bancaire traditionnel ». Et dans ces zones d'ombre, en dehors de la banque traditionnelle, vous seriez étonné des failles réglementaires dont on peut profiter. Ceci est profondément lié à la montée du crédit privé. Là où les entreprises allaient autrefois voir les banques pour obtenir des prêts sous des règles strictes et une surveillance étroite, le crédit privé déplace ces prêts vers des arrangements privés hors bilan entre des entités non bancaires, largement à l'abri des regards du public. Mais voici la partie folle. Les banques sont toujours impliquées. Elles ne donnent pas directement les prêts privés, mais soutiennent financièrement les prêteurs privés. Cela se justifiait d'un point de vue pragmatique. Les réglementations Dodd-Frank ont obligé les banques traditionnelles à détenir plus de capital pour réduire le risque de prêt et à effectuer des vérifications plus approfondies sur les emprunteurs. Cela a ralenti le processus et généré des coûts supplémentaires pour l'octroi de prêts. Ce ne sont pas des problèmes pour le crédit privé, et cela se voit. Le secteur a maintenant atteint des sommets de 2,1 billions de dollars et selon BlackRock, il devrait atteindre 4,5 billions d'ici 2030. Le principal risque ici, c'est que sans régulation et sans transparence, tout le marché pourrira de l'intérieur, et le reste d'entre nous sera entraîné vers le bas avec lui. Raghavendra Rao, professeur de finance à l'université de Cambridge, a déclaré « Personne ne sait quelle est la véritable valeur des actifs que ces gars-là détiennent. Ils sont opaques. Nous n'avons aucune idée de ce qui se passe là-dedans. Espérons qu'il n'y ait pas de mauvais prêts. Mais s'il y en a. » La cause principale des mauvais prêts, qui provoquent la pourriture au sein de l'industrie florissante du crédit privé, est la méthode qu'ils utilisent pour évaluer leurs prêts, la valorisation par modèle. Cette méthode évalue les investissements avec des modèles financiers au lieu des prix réels du marché. Cela montre qu'il y a souvent beaucoup de suppositions. Ce n'est pas une science exacte. Dans une industrie qui est profondément liée à l'économie globale, on dirait presque qu'ils n'ont aucune idée si les entités auxquelles ils prêtent feront défaut sur leurs prêts ou non. Et il y a encore des couches que nous n'avons même pas encore explorées, certaines étant d'une certaine manière encore pires que ce que nous avons déjà vu. Ces banques de l'ombre font paraître des entreprises mortes comme vivantes sur le papier, en inventant et en tirant profit d'une nouvelle forme de dette insidieuse. Partie 5. L'économie zombie. Beyond Meat Incorporated, AMC Entertainment, Sunrun, 5-9 Incorporated comptent en commun ces entreprises. Ce sont tous des zombies. En examinant les faits et statistiques, on réalise qu'une apocalypse zombie pourrait déjà être en cours sans qu'on le sache. Une entreprise zombie est une société qui ne gagne que de quoi payer les intérêts de sa dette et doit emprunter à nouveau pour régler ses anciens paiements. Leurs coûts d'emprunt sont insensés et chaque jour, ils se rapprochent un peu plus de l'insolvabilité. Cela semble être une situation vraiment terrible pour une entreprise. Selon les estimations de la Deutsche Bank, en 2020, jusqu'à 18% des entreprises américaines cotées en bourse sont des entreprises zombies. Il serait tentant de dire, il suffit d'abattre le zombie d'une balle dans la tête et de passer à autre chose. Mais ces entreprises zombies représentaient 2,2 millions d'emplois en 2020. Avec le temps et l'augmentation du nombre en raison de l'inflation, cela entraînera encore plus d'emplois liés à ces entreprises mortes vivantes intenables. La plupart de ces entreprises doivent recourir au PIC, ou paiement en nature, des plans de remboursement pour tenter en vain de suivre l'accumulation de leurs dettes. Essentiellement, au lieu de payer les intérêts en espèces, ces paiements sont ajoutés au solde de la dette impayée envers les créanciers. Cela accroît leur montagne de dettes et conduit souvent à une disparition lente mais certaine. Avec une si grande partie de l'économie dans cette situation, on a l'impression d'assister à une démolition contrôlée. Un pilier majeur de l'économie s'effondre lentement, mais l'industrie du crédit privé essaie de cacher la catastrophe sous une chape de silence. Mais ne vous laissez pas berner par ce tour de passe-passe. C'est fait pour vous tromper et vous faire oublier le danger qui vous guette.
Pendant que les entreprises font semblant et repoussent à l'échéance, toute une génération est en défaut de paiement en silence, accumulant la poudre pour une explosion économique. Partie 6. Le défaut invisible. Est-ce un bug ou une fonctionnalité ? Que cela ait été prévu ou non, le système n'a qu'une seule issue inévitable, créer une économie en forme de cas, qui nous plonge plus profondément que jamais dans un monde de nantis et de démunis. Une fois l'effondrement achevé et les lignes tracées, il ne restera plus que les propriétaires d'actifs et les travailleurs du secteur des services. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement ? L'économie en cas désigne une société si inégalitaire que les Américains les plus riches génèrent la moitié de l'économie. La bourse prospère et les biens de consommation non essentiels se vendent très bien. De l'autre côté, les gens doivent choisir chaque jour entre remplir leur réservoir d'essence ou remplir leur estomac. Une pente monte, l'autre descend, comme la structure de la lettre K. Et dans notre cas, cette division est absolument marquée par des clivages générationnels. Les baby-boomers détiennent 83,3 billions de dollars d'actifs, soit plus de la moitié de la richesse totale des ménages américains. Ils sont la génération la plus riche de l'histoire, avec en moyenne 1 million de dollars par personne. Ensuite, il y a les millénials et la génération Z réunis, qui forment ensemble le plus grand groupe démographique. Ensemble, ils détiennent 17,1 billions de dollars, soit seulement 10,5% de la richesse totale des États-Unis. Et ces générations doivent aussi faire face à plus de pièges d'endettement cachés que les précédentes, comme la popularité croissante des systèmes d'achat immédiat avec paiement différé. C'est une toute nouvelle forme de dette qui n'apparaît même pas dans les données fédérales. Le système est brutal, il est injuste. Il est conçu pour vider la classe moyenne et laisser les gens travailleurs sans le sou. À moins de tout bouleverser et de repartir de zéro, votre meilleure chance de survivre à la montée de cette horreur financière est de placer votre argent dans les seuls endroits que la marée ne peut pas atteindre. Alors, quels sont-ils ? Partie 7, le guide de survie. À court terme, pour anticiper l'effondrement, réorientez votre portefeuille vers des actifs solides, résistants à l'inflation et hors d'atteinte des manipulations gouvernementales. L'or est un investissement courant contre l'inflation, mais il n'est pas totalement protégé. Quand les banques relèvent les taux à cause de l'inflation, l'or ne génère pas de rendement lié aux intérêts. Donc ce n'est pas l'actif le plus rentable à détenir. Vous pouvez aussi investir dans des matières premières comme céréales, métaux précieux, électricité, pétrole, bœuf, jus d'orange et fonds négociés en bourse de gaz naturel. Mais cela n'est pas sans risque non plus, étant donné que les matières premières peuvent constituer un marché extrêmement volatile, même en dehors du contexte de l'inflation. L'offre et la demande, qui fixent la valeur des matières premières, sont très sensibles aux événements géopolitiques mondiaux, et il semble qu'il y ait aujourd'hui bien plus de guerres. Pour une stratégie d'investissement prudente, le portefeuille 60-40 actions-obligations reste une option. Toutefois, sur le long terme, il peut nettement sous-performer face au portefeuille 100% actions. Si au contraire vous souhaitez investir dans le marché immobilier difficile, vous pouvez investir dans des FPI, des fonds de placement immobilier. C'est un fonds immobilier qui verse des dividendes, mais il peut aussi vous exposer aux taxes foncières et aux fluctuations de la demande d'autres actifs à haut rendement. Dans l'investissement, il n'y a jamais d'absence totale de risque, seulement un risque moindre comparé à une alternative. Dans le monde impitoyable d'une économie vidée de sa substance, la croissance n'est plus prioritaire. L'essentiel est la résilience. Surfer la vague et préserver ses actifs des gouvernements et banques de l'ombre. Si vous êtes chanceux, vous pouvez quitter les services pour accéder à la propriété d'actifs avant que l'onde de choc n'arrive. Mais cette opportunité disparaît vite. Pour tout ce que vous en savez, la vague vous a peut-être déjà frappé, et vous ne réalisez même pas que vous saignez jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus une goutte de sang. Vous voulez connaître les informations essentielles pour survivre économiquement. Ne manquez pas le pétrole à 200 $. L'économie mondiale s'effondre. Ou regardez ceci à la place.